Entre une navette spatiale chinoise top secrète photographiée par un astronome amateur, la NASA qui a un petit problème avec sa future station spatiale en orbite lunaire, un débris spatial et encore quelques autres, la semaine aura encore été plus que remplie en actualité spatiale et comme d'habitude, je vous propose d'en revoir ensemble l'essentiel sans se casser la tête. Avant ça, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Allez, sur ce, je vous propose de passer à la première actualité et parler un peu de navettes spatiales chinoises. En effet, j'en ai déjà parlé à quelques reprises sur la chaîne, mais la Chine développe depuis quelques années déjà une navette spatiale dans un secret assez absolu. Mais il y a aussi moyen de savoir quelques petites choses sur le projet. L'analyse des images des coiffes et certaines images d'essais de planeurs au tout début du développement il y a plusieurs années permettent de savoir que la navette autonome est similaire en taille et capacité à sa jumelle, la X-37B américaine. Et pour le coup, la X-37B, eh bien, on la connaît plutôt bien. Capable de passer plusieurs mois, voire parfois quelques années dans l'espace, l'avant-dernière mission a quand même duré quelques 908 jours, la petite navette de 4,5 mètres d'envergure permet plein de choses. Capable de manœuvrer de façon assez efficace, elle peut embarquer plein d'expériences, plus secrètes ou moins, liées par exemple à la défense, des essais de matériaux et différentes autres expériences utiles à l'US Space Force qui exploite la navette. Depuis son entrée en service en 2010, la navette X-37B permet ainsi de déployer différentes expériences et de les ramener par la suite sur Terre avec une fiabilité et une efficacité inégalées par des capsules spatiales habitées notamment. Assez logiquement, depuis plusieurs années déjà, on a vu la Chine commencer à développer dans un secret quasiment absolu, puisque je vous en parle, une navette aux capacités équivalentes. Ainsi, en 2020, la navette allait réaliser son premier vol avant d'en réaliser un second en 2022 et de décoller une troisième fois en 2023. Mais à part quelques photos de prototypes et des modifications des coiffes des lanceurs utilisés pour elle, permettant d'en déduire quelques détails comme la taille des ailerons, la forme en général, eh bien, les choses sont restées maigres. Sauf que dans les faits, l'espace est aussi accessible à tout le monde. Ainsi, avec un télescope et un simple amateur comme moi peut avec un vieux Canon de 2009 et un télescope normal photographier l'ISS, il est possible de photographier plein de satellites, stations spatiales et petites navettes. Certains s'amusent ainsi à photographier l'X-37B comme l'astronome entre guillemets amateur Félix Schofbanker, astronome qui a réussi à être le premier à capturer quelques détails de la mystérieuse navette chinoise. On peut ainsi y remarquer quelques différences avec la X-37B américaine, comme le fait qu'elle semble disposer de 2 panneaux solaires au lieu d'un, et que, dans l'ensemble, sa forme et sa taille se rapprochent très fortement du X-37B. Mais assez parlé de navette spatiale car cette semaine, on allait aussi avoir droit à une autre actualité assez intéressante. Vous le savez probablement déjà, mais alors que la NASA développe le retour sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, avec ses partenaires européens, japonais, canadiens et encore d'autres, un autre élément du programme avance aussi. La Station Spatiale Lunar Gateway, une station spatiale qui servira de pont entre la Terre et la Lune. Située en orbite autour de notre satellite, elle pourra en effet accueillir des astronautes en attendant leur séjour sur la Lune, servir pour différentes expériences, servir de relais entre le sol et la Terre. Bref, ce sera une station spatiale encore plus multitâche que la Station Spatiale Internationale. Et il ne faudra pas non plus encore attendre longtemps pour en voir les débuts. Les premiers séjours habités sont en effet attendus à partir d'Artemis 4, prévu en 2028, et les 2 premiers modules seront lancés via Falcon Heavy en 2027, à savoir les modules Halo et PPE. Si Halo sera un module d'habitation, PPE pour Power and Propulsion Element est un module, lui, assez différent. Il se chargera notamment de l'alimentation en énergie dans un premier temps, mais aussi et surtout de manœuvrer et contrôler l'orientation de la station. Sauf qu'il y a un problème. Ce module n'a pas été conçu avec en tête les atterrisseurs lunaires géants que sont le Starship de SpaceX et, dans une moindre mesure, Blue Moon de Blue Origin. Or, comme ces atterrisseurs devront eux aussi s'amarrer à la station, il faut désormais se poser une question. Comment contrôler précisément l'orientation avec un appareil près de 18 fois plus lourd que le maximum prévu pour le module dédié à cette tâche? Eh bien, pour le moment, c'est le casse-tête. Il faudra probablement que les atterrisseurs ne secondent PPE quand une manœuvre sera requise, mais il faut aussi s'assurer que ça ne peut pas se solder par une rotation incontrôlée d'une station spatiale contenant des humains.
Quelques solutions sont donc envisagées, mais pour le moment en tout cas, ce ne sont encore que des pistes et il y a toujours le risque de devoir complètement revoir le module PPE, qui est en cours d'assemblage, ce qui engendrerait ainsi un retard et des surcoûts qu'on peut estimer à plusieurs dizaines, voire quelques centaines de millions de dollars, et quelques années en plus dans les pieds. Encore heureux donc que la NASA soit forcée de faire des économies en sacrifiant le rover Viper qui allait coûter quelques dizaines de millions de dollars au maximum, ou le télescope spatial Chandra qui ne demande que de sacrifier un pan entier de l'astronomie à rayon X pour des économies de fond de tiroir. Mais bref, je digresse et fais aussi un peu preuve de mauvaise foi, car entre la pression du Congrès américain, des programmes technologiquement complexes et des calendriers imposés parfois intenables, la NASA n'est pas qu'à blâmer dans cette histoire. Mais assez parlé du spatial américain, et dirigeons-nous plutôt vers le pays du soleil levant. Cette semaine, on allait en effet avoir droit à une actualité intéressante nous venant du Japon. Le satellite Adrasji de l'entreprise Astroscale étudie en effet depuis quelques mois maintenant un second étage du lanceur japonais H24, lancé en 2009. Ce débris spatial de quelques 2,4 tonnes est ainsi étudié sous toutes les coutures par les équipes d'Astroscale et on avait justement droit à la publication de nouvelles images. Ainsi, en plus de nous en apprendre plus sur l'altération de certains matériaux dans l'espace, le but ultime sera d'ici quelque temps de s'accrocher à ce second étage pour le désorbiter et le faire brûler dans l'atmosphère. L'entreprise aimerait ainsi démontrer sa capacité à désorbiter des débris spatiaux, son objectif étant justement de commercialiser cette solution. Il est néanmoins à noter que cette seconde phase du programme se fera avec un autre satellite dédié, et que ce ne sera donc pas pour cette mission-ci. Mais pour arriver à la fin et rester dans le thème des lanceurs, on allait aussi avoir droit à une belle frayeur. L'entreprise américaine Rocket Lab lançait en effet une nouvelle fois son petit lanceur Electron ce 2 août, emportant avec lui le 5e satellite de la constellation de satellites radar du japonais Synspective. Mais alors que le second étage s'est séparé du premier, on a vu celui-ci tanguer, presque heurter l'interétage, et dans l'ensemble se comporter de façon assez anormale au début du vol. Si la mission n'a pas été un échec, il faut bien comprendre que ça aurait pu être une catastrophe. Si la tuyère du moteur du second étage avait heurté l'interétage, ça aurait été une explosion et la fin de la mission. Il est ainsi clair que Rocket Lab doit se pencher sur ce nouveau petit problème, qui aurait pu coûter très cher à l'entreprise. Ainsi, même si Electron est un lanceur relativement fiable, 4 échecs sur 51 vols, cela montre que l'entreprise a encore un petit peu de pain sur la planche, même si ces incidents restent exceptionnels. Enfin, on notera aussi que le chinois iSpace a réalisé un nouvel essai de 100 secondes de son moteur au méthane, moteur qui équipera par groupe de 9 le premier étage de leur futur lanceur Hyperbola 3, capable de placer de 8 à 13 tonnes en orbite basse, 8 étant pour la version réutilisable. Le moteur va donc maintenant passer en production industrielle, alors que le lanceur devrait décoller pour la première fois en 2026 et atteindre une cadence de vol de 25 vols par an en 2030. Enfin, de son côté, le chinois Landspace s'apprête à faire un nouveau bond à son petit démonstrateur qui lui permettra de poser les bases de la réutilisation pour son lanceur Zhukai 3, attendu en 2025. Mais ça est bien, j'en reparlerai encore le moment venu. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.